Salut les gros bidous, je vous explique la situation pour commencer parce qu'elle a le mérite d'être très simple. J'ai une sacrée crève, mais vraiment. Et du coup, je suis pas d'attaque pour faire grand chose et je me suis dit que peut-être, je sais, ça allait me permettre d'être efficace et de faire une review qui est pas trop longue d'un deck qui me parle bien, dont je vous ai déjà parlé depuis que je l'ai reçu assez souvent parce qu'il s'est fait une place dans mon quotidien. C'est le Hollow Valley Tarot. Hollow Valley Tarot, on va dire avec l'accent français. On est plutôt d'accord? Il y a du if dedans. Le Hollow Valley, c'était un tarot qui ne m'intéressait pas particulièrement à la base. Quand j'ai commencé à voir les premières images, je me suis dit, intéressant, il y a quelques cœurs gros, ça vaut le coup. Mais j'étais pas très convaincue par cet étrange paradoxe, c'est qu'il est à la fois très simpliste, dans le sens où on a du trait, du remplissage seulement sur certains éléments, c'est noir et blanc, le trait est très fin, et en même temps, il est simpliste et pas du tout, parce qu'il y a plein de petits éléments sur chacune des cartes, dans une espèce de miroir comme ça. Et donc, j'étais genre un peu trop, peut-être un peu lisse pour moi. Je préférerais qu'elle ait le parti pris de l'opulence, il y a plein de détails et tout ça, ou bien de non, en fait, on est vraiment dans du minimaliste, mais du coup, le trait pourrait être plus épais, à mon avis. Et voilà, on est juste dans le noir et blanc et on cherche peut-être moins l'effet miroir et tout ça. Bon, bref, j'étais pas forcément convaincue. Donc j'ai pas du tout envisagé de suivre le Kickstarter ni rien. Et à l'époque, vous savez, il y a encore quelques mois, j'étais en mode, mais voilà, si on commande pas un truc sur le Kickstarter et que du coup on se prend le risque d'avoir les super gros frais de douane et tout le reste depuis les États-Unis, on passe notre chance. Mais ça, c'était avant, parce que depuis lors, il y a quand même des boutiques qui nous font le plaisir de commander des jeux qui prennent en charge tous les frais et tout ça. Comme ça, nous, on n'a plus qu'à payer la différence chez eux. Et dans le cas de la boutique du Roi de Coupe, qui est une boutique francophone qui a vu le jour il y a 1 an, je pense avoir reçu le mail de Nicolas disant que ça faisait juste 1 an. Non, ça fait pas, c'était pas lui, c'est ça? 6 mois? Quand j'ai vu ce jeu apparaître à la fois sur tarot.nl et à la fois sur la boutique du Roi de Coupe, j'étais amenée à le reconsidérer à travers quelques éléments qui ont été importants pour moi, qui sont pas vraiment du domaine esthétique, où en réalité mes doutes subsistent. Mais ce qui m'a plu, c'est ça. Quand je l'ai vu arriver sur les boutiques, je me suis dit, c'est le bon moment parce qu'en fait, j'étais en train de me plonger dans la question des correspondances astrologiques de l'ordre de la Golden Dawn avec le tarot. Et aussi, moi j'ai toujours un problème avec les correspondances classiques des arcanes majeures, donc dans le système du Rider-Waite-Smith ou du Thoth, sachant que c'est pas le même système avec le Marseille et que je ne connais pas le Marseille, donc je ne peux pas du tout vous parler des correspondances du Marseille. Parenthèse terminée. Et donc c'est arrivé à un bon moment parce que il y a un effort qui a été fait sur les bases de l'astrologie traditionnelle, occidentale, pour revoir les correspondances des arcanes majeures, comme on va le voir ici. Là, vous voyez nettement mieux les cartes. Hein. On rêve quand même de grandes cartes pour ce genre de jeu, pour avoir davantage de netteté. Ça m'a vraiment charmé, ce travail-là. Et puis, il y avait une visibilisation. Donc, par exemple, ici, traditionnellement, c'est la carte du Verseau, l'étoile. Et là, on a Jupiter et Poisson. Et Jupiter en Poisson est à son domicile nocturne. Tandis que on a Jupiter. Bon, on fera la correspondance après avec les cartes. Ceci dit, c'est vraiment bien de pouvoir voir ici l'image en grand. Pour les arcanes mineures, on a aussi les correspondances. Donc, par exemple, ici, on est dans le 9 de coupe. Donc, les dernières cartes 8, 9, 10 sont toujours associées à un signe mutable. Dans ce cas-ci, celui des coupes, donc de l'eau. Donc, c'est le poisson. Et chacune des cartes est associée à un décan, à savoir pour la carte numéro 8 le premier décan, la 9 le deuxième et la 10 le troisième. Et dans ce cas-ci par exemple, le deuxième décan est gouverné par Jupiter.
C'est une façon de gouverner ou d'être chez soi dans un décan qui est beaucoup moins forte que le fait d'avoir une planète qui est chez elle dans un signe ou qui est en exaltation dans un signe. Mais ça nous permet d'avoir une indication quand même quand on combine telle planète. Bon, par exemple, là, c'est une super bonne carte. On a Jupiter qui est le meilleur des bénéfiques en astrologie traditionnelle, qui est chez lui en astrologie traditionnelle, encore une fois, en poisson. Donc ça, c'est top. C'est intéressant parce que du coup, par rapport à ce qui a été fait dans les majeurs, où ici, on a Jupiter en Sagittaire, qui est son domicile de jour, voilà. C'est bien fait, les correspondances, là, d'un coup. Jupiter est partout, il faut que je joue au loto, moi. C'est le jour où je joue au loto? Ah, c'est demain, le jour pour jouer au loto. Je suis un peu foutue en l'air par le jour du pont. Bref. Et du coup, bah là, on a quelque chose qui est plus fort dans les arcanes majeures parce que ce sont les exaltations, les domiciles, les exils ou les chutes des différentes planètes. Majoritairement, on joue sur les exaltations et les domiciles. Et pour certaines cartes, vous allez voir par exemple ici, avec je cherche la tour, le soleil en balance. Comme il est en exaltation en bélier, là où c'est le début de l'année du calendrier vernal, le début de l'année, c'est le printemps, le début du printemp, bah de l'autre côté, il n'est pas en exaltation, qu'est-ce qu'il fait? Boum, il dégringole. Il est en chute, en balance. Et du coup, c'est quand même intéressant pour le diable d'avoir une planète en chute, donc qui n'est pas du tout bien là. Et du coup, ça nous dit tout le problème du truc. Alors la différence entre chute et exil, ou détriment, je pense, et parfois j'ai du mal avec les mots, surtout en français, c'est que une planète qui est chez elle, elle est vraiment à l'aise, il n'y a pas de problème, tout roule nickel, et donc bah, quand elle est en exil, c'est plus compliqué, il y a plein de choses qui viennent se faire qu'elle doit faire un gros effort pour s'adapter et pour s'exprimer pleinement. Et ici, comme on parle d'exaltation, quand une planète est en exaltation, c'est là où elle peut prendre toutes les qualités pour briller au mieux, pour s'exprimer au mieux. C'est un peu différent du fait d'être confort. On est bien chez soi, mais genre parfois un peu trop bien chez soi. Et quand on est en exaltation, on n'est peut-être pas super comme chez soi, mais on est genre chez sa meilleure pote, ou bien que les planètes nous font aussi référence à des déités, dans le meilleur temple qui soit, où on peut s'exprimer, être vénéré, on ne peut plus flamboyante. Et bah du coup, quand on est en chute, ça déconne, ça fonctionne pas, on n'est pas du tout apprécié à sa juste valeur, on peut pas faire son taf. Le soleil, dans les jours où on commence à être vraiment dans la partie bien sombre de l'année, c'est avec le signe de la balance où on rentre en automne, bah voilà, il y a un petit problème pour s'exprimer. Et ce que je voulais montrer à la base, du coup je suis en train de m'emmêler les pinceaux, contrairement à ce que je pensais être malade et faire une vidéo, c'était pas le top. Donc ici, plutôt qu'avoir juste la tour comme carte de la planète Mars, on a Mars en Capricorne, qui est là où Mars est en exaltation. Donc on reprend le principe des exaltations et des chutes. Et ça nous dit quelque chose, que Mars en Capricorne, même sans avoir les définitions de ce qu'est Mars en Capricorne, je pourrais même pas vous dire c'est quoi les définitions de Mars en Capricorne parce que je suis nulle à ce moment-là. Mais on peut déjà comprendre que ce que Mars exprime en Capricorne va être quelque chose qui va reprendre le meilleur chez lui, et le meilleur de Mars, c'est pas toujours, ça peut être très explosif, et ben quand ça explose, parfois, ça se pète la gueule. Et donc, pour info, tout ça est noté ici. Ce qui nous permet quand même de nous y retrouver assez facilement. Ça m'a vraiment fait craquer pour ce tarot-ci parce que je trouvais que c'était vraiment un apport qui était fait du fait de revoir les choses qui peuvent être assez difficiles parfois quand on peut coincer avec les arcanes majeures. Qu'est-ce que je disais avant? Le diable, normalement c'est la carte du Capricorne, du signe du Capricorne, qui... Vous voyez, quand on parle de la balance, qui est le signe de la justice, ici, avec le soleil en balance, et qu'on a une planète qui est en chute dans la balance, on voit bien qu'il y a un problème de dynamique de pouvoir, de justice, de comment se positionner. C'est très différent de Capricorne, où on a plus le sentiment d'être opprimé, d'être entre quatre murs, d'être un peu enfermé. Je pense que c'est ça qu'on peut avoir avec cette carte-là, et du coup, c'est facile d'en dériver, comme on le fait souvent, avec le Capricorne, à tort ou à raison, je ne sais pas, j'irai plutôt à tort, des
de faire des extrapolations par rapport au capitalisme et tout ça. Je trouve que ça, c'est plus ouvert. Je trouve ça intéressant. Maintenant, comme c'est le seul jeu que j'ai qui utilise ce système-là, et que quand même, j'ai envie de continuer à travailler avec des conventions qu'on retrouve dans beaucoup de jeux et avec lesquelles je peux communiquer avec vous et lire les cartes, malgré tout, du coup, je dois faire un effort pour lire les arcanes majeures dans Star aussi, parce que je ne peux malheureusement pas être en mesure de juste faire « Ok, bon, j'aime bien ces correspondances-là, je vais les utiliser pour les autres jeux. » Ça marche pas comme ça. Il n'y a qu'à prendre, je sais pas moi, le chariot, prenons ici, qui est donc une carte du cancer, ce qui est un des problèmes qu'on a parfois en essayant d'appliquer l'astrologie, enfin, cette correspondance astrologique avec cette carte-là. Mais en même temps, ça se voit sur la carte. Il y a des demi-lunes sur l'armure du personnage. Si je me trompe pas, il y a peut-être dans certains jeux, peut-être pas tous, des références au homard ou au crabe. Il y a des trucs assez subtils qui viennent nous ramener le signe du cancer, et donc de la lune, qui est la planète du signe du cancer. Okay. Bref, ici on a Mars en bélier, donc Mars dans son domicile, et Mars en bélier, il commence l'année, il fonce dans le tas, il est capable de s'exprimer avec on ne peut plus de flamboyance, c'est son domicile préféré par rapport au Scorpion parce que c'est son domicile diurne, et donc il est explosif, il y va, et c'est assez agréable en fait d'avoir cette sensation-là. Alors explosif différemment de quand on l'a en exaltation en Capricorne, où il est explosif par rapport aux limites, par rapport à ce qu'il confine, par rapport à ce qu'il retient. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une conjonction de Saturne et de Mars en Capricorne au moment où le Covid est arrivé et on a été confiné. On comprend bien, on est dans un signe de Saturne avec le Capricorne, et Mars là il est en exaltation, mais les limites de Saturne il est en bas. Et par contre le Bélier, c'est le signe qui est marqué, puisque c'est Mars qui donne ces caractéristiques au Bélier, et donc c'est une façon d'être à l'aise qui est encore très très différente, quoi. C'est pas quitte à tout faire péter, c'est genre je fonce et a priori les obstacles je les mets sur le côté, on y va tranquillou. Je trouve ça assez je trouve ça quand même assez différent, et je trouve ça pour le coup là intéressant de pouvoir mettre ces deux cartes en parallèle, ce qui est quelque chose qu'on fait pas d'habitude. Mais le chariot et la tour, là, j'avais pas fait cette démarche avant, mais je trouve que ça nous apporte des points de réflexion par rapport aux cartes qui sont quand même assez intéressantes. Je dis pas que c'est mieux que le cancer, et quand on est habitué, surtout si on a beaucoup de placements en cancer et que du coup on se dit c'est ma carte le chariot, ça doit être assez difficile de se faire à ces différentes concordances, mais moi par contre je m'y retrouve assez bien en réalité. Parce que vous savez, la carte, j'ai mon soleil en Gémeaux, notre carte c'est les amoureuses, mais je trouve que Vénus chez elle, dans son domicile en Vierge, ça va très très bien aux amoureuses. J'ai ma lune et compagnie en taureau par exemple, qui est d'habitude associée au hiérophante. Et je préfère de loin avoir Mercure en Vierge. Et je suis ascendant Vierge, voilà, je suis convaincue. Je suis convaincue aussi par, c'est plus juste Mercure ici pour la magicienne, mais c'est Mercure en Gémeaux. Voilà, pour moi ça fonctionne, mais je peux comprendre que pour d'autres personnes ça peut coincer. Est-ce que cette vidéo n'était pas censée être courte? Oui, mais j'avais envie de vous expliquer. J'ai une autre vidéo où je reviens un tout petit peu, je survole les attributions de chacune des cartes d'arcane mineure avec les correspondances astrologiques du système de la Golden Dawn. On a plus l'habitude de les voir écrites et donc de s'y référer sur les cartes du tarot de Thoth, mais c'est aussi un système qui est sous-jacent à tous les Rider-Waite-Smith. Et donc je vais vous montrer quelques références là pour qu'on s'y retrouve. Je sais pas comment je fais pour avancer avec l'énergie du désespoir, mais ça marche bien. Avec la reine à l'effigie, la tasse à l'effigie de la jubilaire. Ok, ça c'est ridicule. J'aime bien le ridicule. D'habitude, je la sors pas pour mes vidéos, mais j'ai bu dedans cet après-midi, alors je n'ai pas non plus changé de carte pour vous. Je viens de commencer ce bouquin que je connais déjà parce que je suis le travail de Suzy Cheng, en particulier ses articles sur son blog, dont ce livre est issu en compilation un peu plus étayée, disons. Ça s'appelle 36 secrets et c'est une journée dans les décans de l'arcane majeur, journée, un voyage.
Voilà, je vais commencer à avoir la traduction approximative. Du coup, j'ai mis là... parce que du coup, c'est dans l'ordre des décans. Donc, ça commence avec le premier décan de bélier. Et donc, la carte, le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4 de bâton. Et puis après, on arrive en taureau avec le 5 de pentacle, le 6 de pentacle, le 7 de pentacle. Et puis, on arrive en gémeaux avec le 8 d'épée, le 9 d'épée, le 10 d'épée. Et puis, on arrive en cancer avec... Du coup, on recommence, on est dans un signe cardinal, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4 de coupe, et ainsi de suite, jusqu'au poisson avec les 3 dernières cartes numériques, numérales des coupes. Donc ça, c'est assez intéressant si vous avez envie de creuser ce genre de choses et que l'anglais est votre truc. Sinon, je vous remettrai le lien en dessous. Parce que c'est Bene Belwen qui partageait ça dans Holistic Tarot, son bouquin. Et c'est libre de droit. Le livre Bouqueté, The Tarot, blablabla. Donc ça, c'était un truc qui a été publié en 1888, 95, blablabla. Je sais pas si c'est noté, par des membres de cet ordre hermétique de la Golden Dawn, donc cette société occultiste un peu... un peu frappé parfois, mais à qui on doit beaucoup en termes de tarot. Frappé dans le sens appropriation culturelle et des trucs comme ça, parfois assez chelous, notamment par rapport aux éléments de Kabbale et tout ça. Mais on a là-dedans tout ce qui est repris au niveau des correspondances astrologiques. Et par exemple, on a des mots différents qui sont... Vous savez, on a les mots-clés sur le système du Thoth qui sont associés aux mineurs. Et du coup, ici, on a quand même... La plupart viennent de là. Par exemple, la carte 7 de Wands, de bâton, c'est Lord of Valor, donc c'est le seigneur de la valeur, du courage, je sais plus comment ce que ça donne en français, ou la prudence pour les pentacles, et donc il y en a certains qui sont restés, et d'autres qui ont été changés dans le système du Thoth. Les deux sont quand même assez intéressants si on veut faire ce truc avec des mots-clés. Par exemple, peace, la paix retrouvée ou restaurée ici avec le 2 d'épée, c'est juste peace, la paix dans le système du Thoth. Je ne connais pas les trucs en français. J'ai fait un document où je récapitule les mots-clés, mais en fait, je ne les connais pas au final. Et par exemple, le Lord of Sorrow du chagrin, là, pour le 3. J'ai fait une erreur. Ah oui, non, c'est le 2e décan de la balance qui est gouverné par Saturne. Mais du coup, c'est le 3 d'épée. C'est aussi pareil, c'est chagrin, Sorrow dans le système du Thoth. Donc... Là, on a tout ce qui initie les correspondances astrologiques pour chacune des cartes, qui s'inscrit dans des diverses traditions occultistes qui nous viennent plutôt de la Renaissance, du siècle des Lumières, entre guillemets, hein, parce que les Lumières, c'était surtout l'outil du capitalisme et du colonialisme, etc. Donc les Lumières restaient pas forcément allumées, c'était pas des étincelles dans le cerveau, à part pour... Bon, ok, écoutez, je ne peux pas m'éloigner. Mais donc ça, si vous lisez en anglais, c'est quand même pas mal comme petite référence pour voir un peu d'où viennent ces correspondances. Enfin, je sais pas. Si je réfléchis, est-ce que c'est pas mal? Non, mais c'est un peu vieilli, c'est un peu n'importe quoi, mais au moins on sait d'où viennent tous les trucs, quoi. En fait, je trouve ça intéressant qu'il y ait pas mal de tarots récents qui revisibilisent les différents axes, les différentes correspondances astrologiques dans les mineurs, parce que ça nous apporte des couches de compréhension. Alors ici, les couches de compréhension qui ont été choisies. J'adore ce bouquin. C'est... Donc, on a les définitions des majeurs, les définitions des mineurs. Je vous montre parce que c'est quand même intéressant. Des différentes suites. Et puis... As de machin. On en a souvent, mais là, il y a vraiment un effort qui a été fait pour que ce soit à 100% cohérent, ça, et chacun des numéros et chacune des suites, pour que, au sein même de chaque définition plus tard, elle va, la personne qui l'a écrit, donc je pense que c'est Erin Alice et que Davis Carr, c'est celle qui fait les dessins, je suis même pas sûre, elle va vraiment combiner à chaque fois, ce qui fait que parfois on dévie un peu... on retombe sur ses pattes des interprétations traditionnelles, l'énergie de, disons, le 6, je sais pas pourquoi j'avais envie du 6, harmonie, équilibre, union, l'énergie harmonique qui vibre sous toute la vie, qui donne des énergies créatives et génératrices à toute chose, l'esprit animé, animant,
à l'intérieur de toi qui te conduit vers l'avant, qui te bouge en quête du bonheur et de la connexion. Et donc, par exemple, si on est dans le 6 d'épée, elle va directement faire le lien avec c'est ça par rapport à les pensées, la compréhension, la communication, l'intelligence humaine. Donc ça, je trouve que c'est bien foutu parce que ça, pour le coup, je pense que c'est quelque chose que je pourrais emmener dans mes interprétations en général, tout comme de plus en plus, je ramène les interprétations astrologiques, les correspondances, parce que c'est des points de méditation avec cette structure comme ça qui est assez rassurante. Pour moi, c'est assez rassurant. J'ai une lecture très intuitive des cartes en général. Je préfère de loin, mais j'aime bien derrière me nourrir avec ces trucs un petit peu plus occultes ou philosophiques et tout ça. Écoutez, ça me plaît. Que puis-je vous dire de plus? Et pareil pour les cartes de cours. Et là, il y a un système qui fait référence au Thoth et en même temps à autre chose, où on a, donc les pages sont liées à la terre, les cavalières à l'air, les queens, les reines à l'eau et les kings au feu. Donc ça, c'est classique. On a souvent ça, dérivé du système du Thoth, en faisant princesse, prince, reine, cavalier, qui correspond à page, cavalière, reine, roi. C'est un peu chelou. Moi, je suis pas convaincue par ça. Je trouve pas que les rois sont juste des bâtons et je trouve pas que les cavaliers sont juste des R. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai pas déjà partagé un truc là-dessus? Mais non, j'ai écrit un article que j'ai pas publié encore dessus. Peut-être, si vous êtes sage, si vous me le demandez, je publierai ces réflexions sur les correspondances dans les personnages de cours, dans les figures, où pour l'instant, il n'y en a aucune qui me convient. Et en même temps, elle a associé les pages, ça c'était déjà fait ailleurs, je pense, à l'ensemble des signes de terre, l'ensemble des signes de la série dans laquelle on va être, pardon, donc de terre dans le cas des pentacles, d'air dans le cas des épées, et ainsi de suite. Les cavalières, c'est l'énergie cardinale. Alors ça, j'aime bien quand même, parce que je ne suis pas toujours convaincue. Il y a des gens qui disent que c'est les reines qui correspondent à l'énergie cardinale parce que c'est le début d'une saison. Là. Non, ça, j'aime bien. L'énergie cardinale, c'est les cavalières. C'est vrai, parce que quand on pense aux signes cardinaux, donc ils sont au début d'une saison, ils sont en train de lancer, ils sont pleins d'énergie, ils lancent des trucs, mais parfois, ils lancent des trucs à gauche, à droite. Ok, c'est bien beau. Les chevaleresses, elles ont leur quête en tête, elles sont en mode focalisées sur leur tête, elles vont y aller, mais en même temps, en général, c'est pas une énergie qu'on est capable de maintenir sur le très long terme. Et donc, on donne l'initiation, l'incitation, je sais pas le mot, mais oui, on dit souvent les signes cardinaux initient, mais de là à dire qu'on va jusqu'au bout, rarement. Alors, du coup, les signes fixes, qui sont les signes de milieu de saison, donc le taureau pour la terre, donc les pentacles, donc la reine de pentacles, le lion pour le feu, le capricorne, qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, pas du tout, le scorpion pour l'eau, et le verseau pour l'air. Voilà, on voit à quel point je commence à fatiguer. Ok, donc c'est pas mal parce qu'il y a cette capacité de contenir, de maintenir et parfois de stagner chez les reines qui est assez intéressante. Et les rois, ce serait une énergie mutable, donc les signes de fin de saison, comme en ce moment on est dans la saison des Gémeaux, c'est le signe mutable d'air. Et donc ici par exemple, ce serait le roi d'épée qui serait associé au signe du Gémeaux, quoi, du coup. Ça, j'aime bien quand même. Je trouve qu'il y a quelque chose de stabilisateur souvent chez les rois. Donc, je suis convaincue ni par le feu, ni par le mutable complètement, mais dans le fait de transmettre, de partager, d'avoir quelque chose de visionnaire et de transmettre sa vision et d'inviter les gens à s'en emparer. Je trouve que c'est très mutable. Mais oui. Enfin, dans ce cas-là, ça fonctionne parce que la façon dont la personne décrit à chaque fois fonctionne bien. Je dois dire que quand je tire des cartes du jour, par exemple, si je fais des tirages, je ne peux pas forcément aller chercher le livret. Mais quand je tire des cartes du jour et que je vais chercher le livret, j'aime bien parce que je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Ça apporte quelque chose par rapport à la carte si je l'avais tirée dans autre chose. Et ça nourrit ma relation à la carte et tout. J'aime bien comment la numérologie, c'est ce que dit la personne d'ailleurs, et l'astrologie traditionnelle et tout ça, hellénistique, donc tout ça est mêlé. Bref. Mais
j'ai l'impression de lire. Mais je trouve que parfois les cartes se ressemblent trop parce que j'étais très contente de la voir. J'étais contente de voir à la fin que la personne disait on s'inspire légèrement de Lindsay Mack et je trouve que ça devrait être dit au début parce que c'est super inspiré de cette interprétation de Lindsay, franchement, que vous savez j'adore Lindsay Mack. Je mets les liens en dessous vers son travail qui est intéressant, sauf qu'elle n'utilise pas d'astrologie traditionnelle hellénistique, donc il y a un autre cadre, il y a des autres références par rapport aux correspondances des cartes, mais néanmoins sur les interprétations c'est très proche. Eh bien, j'ai trouvé que c'était parfois répétitif, que c'était parfois difficile pour moi de voir exactement pour quelle raison telle carte était aussi proche de l'autre dans les définitions. Et en même temps, c'est vraiment difficile, hein. Quand on écrit tout un truc sur le tarot, qu'on développe son analyse, sa propre approche pour la mettre dedans, bah forcément notre approche, elle a toujours ses biais, elle a toujours ses œillères et tout ça, donc c'est un peu logique qu'à un moment, on commence à un peu tourner en rond dans notre message. Ça, j'ai trouvé un peu trop présent en lisant tout. Mais après, quand je tire une carte et que je vais chercher l'interprétation, même si je ne veux pas forcément de base partager cette interprétation de la carte, je suis toujours super contente de ce que ça donne. Allez, on va changer de sens. Je vais essayer d'avancer un petit peu dans ma critique et surtout de pouvoir enfin vous montrer les cartes avec l'autre côté qui permet quand même beaucoup plus de netteté. Rose m'a gentiment fait ce petit sac pour ce tarot-ci. Il faut dire que la boîte ici, elle n'est pas très stable parce qu'elle a ce système où l'emballage est beaucoup plus petit. Et bon, pour moi, c'est un peu compliqué. Voilà. Il faut aussi savoir au niveau de la qualité que dès que j'ai cassé la tranche, tout était tout noir. Mais du coup, pour pouvoir l'ouvrir, c'est déjà directement, ça c'est devenu blanc. Moi j'aime bien parce que du coup on a fait un aspect vieilli rapide. Mais vous voyez, du coup j'ai corné l'image et voilà. C'est pas le plus solide, mais c'est un peu le problème à vouloir tout faire en noir, en dehors du fait que ça coûte énormément d'encre. Alors, du coup, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ah oui, pour mieux m'y retrouver dans les sections, j'ai rajouté le washi, comme j'aime bien faire. Hein. Et donc, on voit bien que les cartes ici, c'est très bien au niveau des détails en grand. Maintenant, vous voyez peut-être un peu mieux. Voilà, on est mal barré avec Katouichi. Que ça, c'est quand même pas si lisible que ça. Il faut un peu avoir le nez dessus, on passe à côté des détails. J'aimerais beaucoup que le trait soit quand même plus épais. Je trouve ça assez dommage et j'espère qu'une édition future va mieux le mettre en avant. Et aussi, je sais pas, je crois que j'aurais imaginé que au niveau des cartes ici, on allait être sur quelque chose qui était un peu plus sépia. Et ça ne l'est pas du tout. Et il y a un petit gris comme ça, c'est pas du pur blanc. Je sais pas très bien comment faire, je suis autour du GSM. C'est pas du pur blanc, mais c'est pas non plus, je sais pas, j'aurais voulu un côté ou peut-être un peu vieilli, papier vieilli, vieux rose, quoi, ce qui aurait permis peut-être au noir de sortir un peu plus. Je sais pas, je suis toujours pas très convaincue et je l'ai trouvé un peu lisse et en plus il est lisse dans la prise en main. Voilà, il est pas, enfin, si, il est un peu brillant, mais qu'est-ce que ça change? Parce que de toute façon, il n'y a pas, non, si, ça change, en fait, il devrait être plus mat pour que on ait encore plus de lisibilité. Parce que, par exemple, vous voyez, là, le symbole de Mercure, il n'est pas facile à lire, et on est dans le 6, ok, donc je dois chercher pour trouver le signe du Verseau, là, au milieu de la porte, vous voyez? Sawin, ah non, c'est Bablut qui est en train de ronfler. Bablut est en train de ronfler et Sawin a une petite poussée de son vieux coryza là. Et du coup, on a des chats qui font du bruit. Derrière, c'était noir. Ah oui, vous voyez, ça prend la lumière quand même. C'est un peu brillant, c'est pas complètement mat comme truc. Et je l'ai fait tomber par terre. Quand j'ai tiré les cartes sur un truc assez fort au niveau médiumnique et tout ça, en extérieur, je l'ai un peu tiré comme ça dans la terre pour le récupérer. Donc il s'est abîmé, mais incroyable. C'est tout moche, mais pour moi c'est vraiment important parce que ça enlève vraiment le côté lisse de ce tarot et je suis assez ravie qu'il soit abîmé. Maintenant je pense que si vous le conservez d'une façon tout à fait normale, votre noir va pas s'abîmer comme ça. Sur le roi de coupe en ce moment, il est au prix de 54 €. Attendez, on a déjà vu celle-là. Ce qui est un prix assez moyen pour un jeu indépendant. Est-ce que c'est à la hauteur de la qualité? Je sais pas, je suis pas super fan de la qualité des cartes, mais elle est pas non plus nulle, elle est juste standard. Mais on a quand même un gros livre qui vient avec, ça c'est bien. Et encore une fois, quand même beaucoup de
Voilà, du papier recyclé assez fin, ça c'est vraiment pas mal, ça me plaît bien. Et j'aime bien le fait que ça vieillit vite. Ok, il faut savoir que la dessinatrice, elle a un autre jeu qui, je pense, n'est plus disponible sur la boutique du Roi de Coupe pour le coup, qui était un jeu de symboles, ce qui, je crois, peut être assez utile pour comprendre tous ces symboles qui sont hyper nombreux ici sur chacune des cartes. Et elle a aussi un livre de sigil. Et donc, il y a une composition qui a été faite dans cette tarot autour des sigils. Alors moi je pratique pas le sigil et du coup enfin j'en ai déjà fait mais je suis pas une experte. Peut-être c'est ça qui me perturbe. Vous voyez il y a à chaque fois une phrase d'intention que l'autrice a créée pour chacun des jeux. Donc la personne en a fait un sigil. Comment on fait un sigil? On enlève toutes pas les consonnes, toutes les voyelles. Donc on garde que les consonnes d'une phrase comme ça. Puis on enlève les consonnes répétitives. Donc on a chaque consonne qui revient qu'une fois. Donc on aurait M, C, P, pas le deuxième C, du coup T. Ouh, je tremble. Je suis vraiment pas bien moi. Ok. Et puis avec ça, on forme un dessin qui est plus ou moins graphique. Et on l'active. Aussi, bien sûr, pour qu'il prenne l'énergie magique, le pouvoir finalement de cette intention. Et c'est une façon en quelque sorte de manifester cette intention. De charger cette intention, disons. Je vous dis ça en peu de mots parce que je suis pas une experte, donc il y a certainement plein d'autres choses à dire. Et du coup, autour de ce sigil, elle a placé les différents éléments, ce que je trouve quand même assez intéressant si vous êtes intéressé par ce genre de choses. C'est Éphémère 2, c'est Amandine, j'ai oublié, je mettrai les liens en dessous, qui m'a convaincue quand elle a repartagé ce jeu de l'acheter à un moment. Et elle, pour mieux suivre les sigils, elle a suivi la formation de sigil de Clear the Deck. Et elle en parle dans ses stories Instagram. Je trouvais que c'était assez sympa, du coup, que ça soit quelque chose qui donne envie de s'initier au sigil. Je vous mettrai tous les liens en dessous. Moi, ça m'a pas particulièrement donné envie, parce que je comprends comment ça fonctionne. C'est juste, j'ai pas de pratique de ce style, où j'en ai peu, et donc voilà, on n'est pas plus que ça dans des thématiques qui me parlent personnellement. Je me suis un peu lâchée sur le fait de faire circuler les arcs-en-ciel. Ok, moi c'est un tarot que j'adore, en tout cas, c'est un tarot qui m'apporte beaucoup, que j'aime bien, qui change. Et ce que peut-être je pourrais espérer, c'est que s'il y a une nouvelle édition, il y a davantage de réflexion qui va être mis au niveau de... Allez. De l'image, de la netteté, tout ça. Peut-être de la grandeur des cartes. Alors, je suis pas fan. J'aime bien le fait que c'est une taille standard. Hein. Peut-être c'est ça aussi qui influence le prix et tout ça. Mais non, plus de contraste, un trait plus épais. C'est... Ouais. Alors, que de vous dire d'autre? Bon, on va prendre avec l'exemple de la reine d'épée qui est sortie ici. Sur cette carte, il y a un grand nombre d'éléments visuels. Et donc, on peut deviner ici une rose, une balance, l'élément d'air qui est associé aux reines. C'est l'élément d'air qui est associé aux reines dans ce tarot-là. Attendez, j'ai pas suivi là. Je croyais que c'était l'élément d'eau. Ah, l'élément d'eau est là. Ah, l'air est là parce que c'est la partie haut de l'air, puisque l'air c'est les épées, et donc l'eau, donc c'est pour combiner les deux comme on fait dans le système du Tot. Du coup, pour moi, ça c'est déjà pas hyper lisible, on a compris. On a le signe du Verseau, donc un papillon de nuit, un truc pour écrire machin, plume et encrier, un cristal, pierre, machin, on sait pas trop laquelle, le personnage évidemment avec un bras cassé, une lune, un nouveau croissant, un premier croissant, et une plante qui peut ressembler à beaucoup de choses. Et tout ça, qui est quand même assez intéressant, peut-être que ça fonctionne bien avec le jeu de symboles qu'a fait la dessinatrice, mais j'en sais rien, n'est pas expliqué dans le livre. Tout ça n'est pas expliqué. Il faut télécharger à part un PDF qui coûte 17 $, pour quasiment rien, juste une visualisation des sigils qui dans mon cas m'intéresse pas parce que je m'intéresse pas aux sigils, et juste la reprise de l'ensemble des choses qu'on a sur les cartes. C'était un truc qu'on pouvait ajouter à partir d'un certain montant ou quoi sur le Kickstarter, et c'était un petit peu moins cher, mais vraiment très cher dans le Kickstarter. Ça, je trouve ça vraiment dommage de nous faire acheter des trucs en plus comme ça.
Je trouve qu'on s'en passerait très très bien. Et je trouve que c'est des informations, vu que c'est un jeu qui est comme ça, une foison de petits éléments, ça devrait d'office être noté dans le livre. Donc là, pour moi, ça c'est une grosse déception avec ce tarot. Je vous dis ce qu'on nous dit ici. Donc rose, balance, scale. Scale, c'est balance ou... Ouais, d'accord. Mouth pour le papillon de nuit, les yeux. Le démembrement pour le bras. La fontaine à encre, que je ne sais plus comment on appelle ça. Inkwell. Parchment, parchemin. La plume à écrire. Et ça, on nous apprend que c'est des perce-neige, snowdrop. Et c'est une fluorite. Même si c'est écrit fluorite, j'imagine que c'est un problème d'inversion des lettres. Et que ce n'est pas une fluorite, mais une fluorite au niveau du cristal. Ce que donc, en fait, on ne peut jamais savoir. Mais si vous aimez bien ce genre de détails, franchement, c'est hyper intéressant de le savoir pour pouvoir utiliser ce jeu. Donc, ça manque un peu. On peut refaire la même chose avec le roi de bâton. Donc, je cherche, je vous laisse me dire ce que vous voyez. Ça, c'est du sorbier, rowan. Mais des trucs comme ça où on a juste des feuilles. Bon, par exemple, là derrière, c'est facile avec le ginkgo, je sais jamais comment on prononce. Mais pour d'autres, parfois, ça peut prêter à confusion. Mais donc voilà, on sait que c'est la citrine au milieu, sympathique. Qu'on a une maison, du feu, ok, d'accord. La clé, ça, c'est du chêne. C'est ce que j'aurais dit de prime abord, mais je pense que sur d'autres, on a des choses qui peuvent ressembler à du chêne, il faudrait vérifier que ce soit bien ça. Sur l'as de pentacle, ça doit forcément être ça. Et du coup, quand on a ça dans ce sens-là, c'est le sunrise, le lever du soleil. Et on a l'impression d'avoir les maisons qui sont de jour au-dessus de l'horizon sur un thème astro, vous voyez. Je sais pas, je vais essayer de prendre un autre exemple pour quelque chose qui va peut-être plus me surprendre. Le 3 de coupe. J'ai l'impression que c'est une violette, la fleur. Alors, on va regarder hein, le 3 de bâton. Okay. Ah oui, c'est une violette. Ok, d'accord, ça c'était bien. Ok, et c'est du quartz rose. Ouais, mais il faut... Oui, ok, violette, c'est quand même assez facile à lire. 4 d'épée. Ça, je crois que c'est de la sauge. Et est-ce que ce sera encore des violettes? 4 d'épée. Rooted jasmine, donc du jasmin avec sa racine. Yes, ok, ça fait sens. Une fluorite, mais encore une fois, c'est écrit fluorite. Alors dites-moi s'il y a quelque part un cristal qui s'appelle fluorite et pas fluorite, ou si c'est une faute de frappe à chaque fois. Et c'est bien de la sauge. Ok, donc il y a moyen, mais je suis quand même rassurée de la présence du truc pour m'aider. Pareil, hein, là, moi je vois de la sauge, en plus elle est emballée. Là, je vois du saule. Et là, je verrai du palo santo. Mais je sais pas. Five of Cups. Peut-être parce que... Garden Sage, oui, la sauge commune. Bloodstone. Comment on dit ça? Une pierre de sang? Je sais pas comment on dit en français. De la saule. Du saule. De la sélénite aussi dans les plantes. Ici, au milieu, c'est de la sélénite, du coup. Ok. Et du smoky quartz. Du quartz fumeux. Ouais, bon, ok, d'accord, il y a un moyen. Mais moi, j'aime bien connaître les détails. Et donc, je trouve que ça devrait être noté pour qu'on puisse savoir à chaque fois, quoi. Page of Wands. Ça, c'est du nettle, c'est de l'ortie. Vous aurez dit que c'était de l'ortie, vous? Moi, j'aurais pas dit que c'était de l'ortie. Landfall Flames Ginkgo. Ginkgo, je sais toujours pas comment on dit. Ok. Je vais pas vous dire tout le jeu, mais voilà, quand on a des feuilles comme ça qui peuvent être des feuilles un peu classiques vu la forme de hêtre ou de, je sais pas moi, n'importe quel arbre ou plante d'ailleurs, c'est pas évident. Books, butterbur, baie laurel, ça c'est du laurier, et du butterbur, je sais pas ce que c'est. En conclusion, j'adore ce tarot, c'est quand même un coup de cœur, alors je partais pas forcément de cette optique. Mais ouais, je sais pas si je suis à 3000% conquise au niveau plutôt de la qualité des cartes. Elles sont belles, mais de la netteté des cartes, de la lisibilité. Et du fait que j'aimerais qu'il y ait une partie des détails qui sont disponibles dans 3 livrets différents, qui sont des mini PDF, qui sont à $17 pièce. Ça devrait être dans le bouquin.
Parce que comme ça fonctionne super fort sur des symboles et tout, bah, la vérité c'est que c'est pas très très lisible si, si on n'a pas accès à ces informations. Donc voilà, encore une fois, je vais jouer au jeu là. Ah, des pavots, ok, j'ai reconnu. Mais ne serait-ce que connaître les pierres, franchement, moi je trouve ça très utile. Ah bah Blit, viens, ouais, viens montrer ta tête, t'es la plus mignonne. Ah mais traîne pas en route, hein. Tu vas tout faire tomber ou t'es délicate? Normalement t'es délicate, toi. Elle est belle. Au bruit de Bablut qui mange ses croquettes, je trouve qu'il a vraiment toute sa place dans ma collection, ce tarot, parce qu'au niveau des correspondances astrologiques, des intentions qui y sont mises, du fait d'être assez proche de la méthode de Soul Tarot de Lindsay Mack, c'est vraiment intéressant, même si j'ai parfois l'impression que c'est presque du plagiat. C'est pas très respectueux en fait de l'enseignante, c'est qui a quand même déposé la marque de son tarot. Alors après, bon, je suis pas fort favorable au fait de déposer ce genre de marque, enfin aux États-Unis, je sais pas très bien comment fonctionnent les gens là-bas. Mais voilà, vraiment il a une place, il a un côté empouvoirant dans ses textes, vraiment intéressant. Il y a une façon de combiner la numérologie, l'astrologie, quelque chose d'assez élémental, la magie. Au niveau de la dessinatrice, plutôt quelque chose de l'ordre de la sorcellerie, qui est vraiment très très intéressante, qui est assez unique. Et j'ai pas souvent envie de me tourner vers cette esthétique, qui après plaît peut-être à d'autres. Mais ce truc entre eux, c'est très simple, en même temps c'est très alambiqué et à plein de détails, ça fait que c'est facile de passer à côté de certaines choses. En fait, non, c'est difficile. C'est difficile quand il y a beaucoup de détails d'avoir une vision d'ensemble. Vous savez, il y a des cartes de tarot, des jeux de tarot qui sont très colorés, avec plein de dessins, plein de détails dans le dessin. Mais c'est pas grave si on les voit pas tous. On a une vision d'ensemble. On a des petits éléments qui vont sortir, activer quelque chose au niveau intuitif ou au niveau de notre réflexion. Et du coup, on peut très vite synthétiser la carte. Ce qui est quand même assez important, que ça nous vienne vite, et puis que peut-être au moment où on va la décrire, ou bien on va réfléchir dessus, il y a des petits éléments qui vont venir en plus, rajouter à notre compréhension, mais la première chose qu'on a, c'est qu'on a une vue d'ensemble. Je trouve que c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble de ces cartes-là. Du coup, il faut directement faire appel aux correspondances astrologiques. Parfois, il faut un peu chercher, du coup, j'aurais voulu que les signes soient plus présents, par exemple ici, 2 de Pentacles. Le signe du Capricorne est là, le signe de Jupiter est là, ça devrait claquer un peu plus, parce que voilà, c'est perdu parmi plein d'autres détails. Ah, je suis contente, j'ai réussi à résumer le truc, et donc oui, il n'y a pas une impression générale première qui s'en sort pour moi. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont plus capables que moi de fixer leur regard sur la figure centrale, par exemple, mais je ne les trouve pas hyper expressifs, les personnages. Et là où le livre est génial, là où la réflexion au niveau intellectuel derrière ce jeu est formidable. Bah, au niveau de ce que ça provoque comme réaction, c'est pas un jeu très intuitif pour moi. Imaginez quand vous avez 7 cartes devant vous, comme par exemple ici, comment vous faites pour aller choper les informations essentielles, voir comment elles se répondent et tout, sans directement faire appel à tout votre système de correspondance. Ok, telle plante, à force de l'avoir sur telle ou telle carte, je l'associe à ça dans ce jeu-là, puis avec mes propres connaissances, je pense ceci, cela. Donc il y a un processus très réflectif, il est très intellectuel, mais un peu trop intellectualisant. Enfin, si vous êtes quelqu'un qui est fort dans votre tête, je trouve que ce tarot-là, il manque super fort l'élément d'eau là-dedans. C'est pas un tarot de coupe. C'est vrai, c'est ça, non? Je trouve que c'est pas un tarot de coupe. C'est un peu dommage. Je suis un peu trop fatiguée pour être claire. J'espère trop pas avoir un Covid. Et j'avais encore un élément à dire dessus, que oui, du coup, je me vois vraiment pas tirer les cartes pour d'autres avec ce tarot-là, parce qu'il me permet pas d'avoir ce processus que je viens d'expliquer. Première impression, aller dans les détails, combiner tout ça, raconter une histoire, un truc qui quand même doit être assez puissant et assez fluide. Il manque de cette fluidité de l'élément d'eau dans ce tarot, d'après moi. Et aussi, je ne l'utiliserai pas pour des tirages de plus de 3 cartes pour moi, je crois, parce que justement, tous ces petits éléments, c'est trop. Et c'est pas très lisible. Si on avait qui avait des traits plus épais, par exemple, ou quoi, ce serait plus intéressant. Par contre, je l'ai utilisé pour des tirages très très intuitifs pour moi, en mode,
je tire une carte et puis je les empile les unes aux autres parce que je cherche plutôt à avoir des réponses de type plutôt médiumnique. Et là, ça a bien fonctionné. J'ai vu que mon regard était attiré sur des éléments visuels sur chacune des cartes qui est très différent de mon interprétation de la carte pour ce qu'elle signifie en général, quoi. Et donc ça a créé quelque chose d'assez intéressant dans la combinaison, de faire ah putain le dragon là ça me fait penser à un truc, mais je suis partie dans autre chose que la carte, quoi, par exemple. Donc je vais continuer d'expérimenter avec lui, en tout cas il est riche et bah, je suis sûre que si vous l'avez, vous avez complètement d'autres façons de fonctionner que moi. Encore une fois, cette review c'est que mon avis personnel et mon rapport personnel d'utilisation de ce jeu au bout de, je sais pas moi, 3 mois ou quoi. Donc ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir ce que vous en pensez, déjà de ces premières images, quelles impressions vous avez eues ou quoi, si vous l'avez encore plus, qu'est-ce que vous pensez, comment vous l'utilisez, parce que oui, je suis assez ambivalente, c'est à la fois un très gros coup de cœur et un tarot que je trouve assez compliqué. Et en fait, je m'en vais de ce pas, quasiment, non parce que là j'ai la crève, mais presque, le consacrer pour l'utiliser dans un contexte bien particulier pour voir si je peux encore renforcer ma connexion avec lui, parce que j'ai eu cette impression que de traverser certaines choses avec lui, de l'emmener dehors pour certaines choses, le fait qu'il se pète la gueule et qu'il s'abîme par exemple, c'est à chaque fois des choses qui ont renforcé. Et donc je pense qu'il y a un travail de connexion à créer entre nous, le charger, le mettre à l'hôtel, peut-être lui choisir une fleur ou un cristal ou quelque chose qui peut l'accompagner ou qui a envie d'être en lien avec lui. Voilà, on va continuer sur cette voie-là, lui et moi, et c'est pour ça que là, je me suis dit, allez, Katou, maintenant tu le présentes, comme ça c'est fait, tu as fait ta recension, et tu peux après vraiment continuer sur ta voie avec ce tarot. Et malgré que j'ai émis beaucoup de points de critique, je peux vous dire que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, je suis vraiment contente de l'avoir, et j'aime ce livre, j'aime la réflexion sur l'astrologie. Oh, putain, mais j'oublie de dire des trucs assez importants. Je pense qu'il est lisible si vous n'avez pas ce background d'astrologie. Archéologie, c'était joli ça, tiens. L'historienne revient parfois alors que mes études sont loin. Même si vous n'avez pas ce background, je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose, mais encore une fois, je mettrai en garde par rapport à la lisibilité du truc et le fait qu'il y a beaucoup d'éléments. Du coup, l'astrologie, pour moi, ça me permet d'être une porte d'entrée qui fait que je ne vais pas forcément me noyer ou passer du temps à essayer de deviner ce que je vois sur chacune des images. Ma camomille est tombée, c'est le signe de la fin. Bablude, viens la manger. Viens Bablude, viens voir aux gens, plutôt ce sera plus sympa. Salut les gros bidous! Et ne m'arrache pas le décolleté. Ils vont dire, sois gentil. Regarde, il y a un chat dans le miroir. Oh la tête de râleuse. Vas-y, prends la camomille. Salut les gros bidous. Ah ben voilà, c'est encore en train de filmer, regarde. Tu montes même pas ta tête. T'es un peu trop douée à mon sens. Oh que t'es mauvaise. Oh tu fais une tête de filousse.